Les Cascodeurs Podcast, épisode 92. Interview sur Scala avec François Armand et Jean Helou. Enregistré le 25 octobre 2013. Bienvenue dans l'épisode 90 et quelques des Cascodeurs. Je ne sais pas exactement le numéro. Emmanuel n'a pas voulu me dire si c'était 91 ou 92. Donc on va dire 90 et quelques. Je suis en direct de Scala.io. Et oui, moi avec ma casquette Groovy, je suis à Scala.io. Et on a le plaisir d'avoir parmi nous deux membres de la communauté Scala. On a François et Jean, et donc moi c'est Monsieur Groovy, et on a François et Jean qui vont se présenter. Alors François, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle François. Non. Donc si je m'appelle François Armand, je travaille dans une société qui s'appelle Normation. Je suis fondateur de cette société qui a un peu plus de 3 ans maintenant. On est éditeur d'un logiciel libre qui s'appelle Rudder, qui est un outil de gestion, de configuration des systèmes IT. Donc tout ce qui est automatisation de déploiement, vérification de conformité, automatisation du reporting, ce genre de choses sur l'IT. Mm-hmm. Et donc le logiciel est codé en Scala. En Scala. D'accord. Et toi, Jean ? Et donc, je m'appelle Jean Helou. Après avoir travaillé chez IBM et Xebia, maintenant je suis freelance à Lyon, où je fais du développement Scala. D'accord. Tu interviens sur quel type de projet Scala, un peu tout? Alors là, j'interviens. Là, c'est principalement du Play et pour du web. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers Scala ? Comment vous en êtes arrivé à justement aller vers ce langage-là, plutôt que d'avoir continué sur du Java ou autre chose ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Alors, moi, je suis venu à Scala assez tôt. Je fais du Scala depuis 2006, donc en France, je pense que je suis dans les. T'es dans les premiers. Dans les premiers. J'avais fait une présentation d'ailleurs à l'OSSGTP en 2009 du langage. Je suis venu à Scala essentiellement parce que dans mon travail de l'époque en SS2I, j'étais contraint de faire du Java, et Java a jamais été un langage qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie d'utiliser. Il avait tendance à mettre des contraintes en ce que j'avais envie d'exprimer. D'accord. Et ce que je pouvais réellement exprimer, en particulier dès que je voulais être un petit peu précis en termes de typage, ça fonctionnait assez mal. Donc dès 2006, quand j'ai commencé à entendre parler de Scala, je me suis dit tiens, ça a l'air rigolo. D'accord. Et je me suis lancé dedans, et effectivement, j'ai jamais vraiment décroché du langage. Et est-ce que ça a été facile, je dirais, parce que là, donc Scala avait 3 ans. Il était quand même encore assez jeune. Il y a eu beaucoup de soucis pour migrer régulièrement. Alors jusqu'en 2009, je l'ai utilisé uniquement sur des projets personnels. D'accord. Donc pas de production, pas de contraintes de maintenance ni rien, pas de problème d'émigration. D'accord. On jette l'ancien projet, on recommence et ça va bien. À partir de 2009, on l'a utilisé pour Rudder, et on a donc dû subir les problèmes de compatibilité binaire, etc. Exactement. Surtout que c'était encore l'époque où la compatibilité binaire changeait à peu près toutes les semaines. Ah oui, c'est chaud. Non, c'était pas toutes les semaines, mais c'était à chaque version mineure. Donc c'était les branches de 7 à l'époque de Scala. Et c'était assez lourd à gérer. Dès 2008, par contre, ça s'est bien passé. On reste sur. Donc et depuis, ils ont quand même bien revu la copie, et ça marche quand même beaucoup mieux, je crois. Tout à fait. Donc là maintenant, on a une compatibilité binaire sur chaque version majeure. Ouais. Et en termes de suivi de montée de version, pour nous, sur le projet, il n'y a aucun souci. D'accord. Et toi, de ce côté-là, t'as un feedback aussi, Jean ? Donc, moi, j'ai commencé Scala il y a à peu près 3 ans, à l'occasion d'une hernie discale qui m'a bloqué pendant 2 mois au lit. Et à l'époque, j'avais fait pas mal de Ruby sur mon temps perso. J'étais assez frustré par Ruby, et en même temps, j'avais découvert la manipulation fonctionnelle des collections de Ruby, et ça me manquait beaucoup en Java. D'accord. Donc, je me suis dit, puisque je suis coincé et que je peux rien faire d'autre. J'avais entendu parler de Scala, je sais plus comment, par Twitter, un truc dans le genre, et j'ai commencé à me mettre là-dessus et à explorer un peu cet univers. C'était juste avant la 2.10. Et est-ce que, selon vous, on peut arriver à mettre Scala entre toutes les mains ? Par exemple, je pense à Martin Odersky qui avait parlé un petit peu des, je sais plus comment il appelle ça, des strats, c'est-à-dire il y a différents types
niveau d'utilisation, c'est-à-dire on est un simple utilisateur jusqu'à on est un développeur de framework qui est capable de vraiment masteriser le système de type qui est relativement complexe dès qu'on veut faire des choses très très fines. Qu'est-ce que vous en pensez ça, de ces niveaux-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que il y a une rupture ou certains niveaux, certaines étapes qu'il faut passer, ou quel est votre ressenti là-dessus? Je pense que en fait la question il faut la retourner et est-ce qu'on peut mettre un langage de programmation entre toutes les mains? C'est indépendant de Scala, du langage vraiment. En fait, tous les langages permettent de faire des choses qui sont au final très dangereuses. Mais c'est vrai qu'il y a certains langages qui y mettent plus ou moins de forme, quoi. C'est-à-dire, il y en a, c'est plus facile pour se tirer une balle dans le pied qu'avec d'autres, quoi. Donc c'est un peu ça le... Je trouve que la réponse de Jean est très bien. Et Scala a plutôt tendance à quand même donner de bonnes garanties avec le système de type qui est assez violent. On peut éviter beaucoup de catégories d'erreurs. Par contre, donc de mon expérience personnelle, j'ai eu plusieurs employés qui ont complètement découvert Scala. D'accord. Ceux qui n'avaient pas de d'avis sur Java ou des choses comme ça ont eu aucun mal à se mettre à Scala. Et pour eux, c'est vraiment très facile et relativement naturel. Et c'est plutôt après quand ils passent à Java. C'est vraiment des jeunes qui ont complètement loupé le monde Java, qui sont étonnés de la complexité du langage, de beaucoup de choses qui sont pour nous des habitudes, qui sont devenues des habitudes et qui en fait sont complètement illogiques. Les langages plus productifs, du coup, même côté Groovy par exemple, j'en vois souvent. Putain, j'étais sur un projet pendant 6 mois sur Groovy et Grails, et je suis obligé de retourner faire du Java, c'est l'horreur. Voilà. Et donc c'est le même genre de feedback. D'accord. Et par contre, j'ai des feedbacks beaucoup plus négatifs et beaucoup plus voire carrément mauvais sur des gens qui sont des experts Java. D'accord. En particulier s'ils sont des experts reconnus. D'accord. C'est encore plus dur pour passer à Scala. C'est vrai que ça veut dire qu'il faut arriver à désapprendre certaines choses qu'on a mis, justement, quand t'es expert, fatalement, tu as tellement bien appris que t'es un expert dans quelque chose, et du coup, pour désapprendre ça, pour se remettre en question et arriver à adopter quelque chose. Donc finalement, c'est mieux peut-être pour des débutants que des experts dans un autre langage. Après, c'est peut-être vrai pour tous les langages d'ailleurs, c'est peut-être pas spécifique à Scala, ça je pense. Après, moi j'ai pu constater, sur mon projet précédent, on utilisait Gatling, et donc on utilisait du Scala, dans une équipe qui était majoritairement composée de javaïstes, même uniquement composée de javaïstes, sauf moi qui partais en disant coucou, vous voulez pas mettre du Scala. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens arrivaient à utiliser les fonctionnalités de base sans difficulté. Effectivement, ils bloquaient sur certains trucs, mais en fait ils étaient bloqués par le langage, pas en termes de, ils auraient pu apprendre, ils avaient pas la curiosité, du coup ils allaient pas aussi loin que ce qu'ils pouvaient aller, mais ils le savaient pas nécessairement, et donc les parties les plus complexes finalement c'est vrai que c'est moi qui les adressais. D'accord. Toujours dans l'utilisation de Gatling là. Toujours dans l'utilisation de Gatling, en fait, il y a eu des problématiques de factorisation parce qu'on avait une API assez grosse et donc on a voulu factoriser les éléments. Mais en fait, j'ai pu leur montrer assez facilement comment ça passait. Et il y en a un certain nombre qui ont découvert Scala à travers ce biais et qui au final étaient carrément positifs. D'accord. Il y avait un céloniste sur le projet, donc on n'a jamais mis de Scala dans le projet, mais... D'accord. mais finalement, les gens ils sont venus sans trop de difficultés. D'accord. Et pour continuer un petit peu sur les aspects facilité ou complexité d'utilisation, etc. Donc je voyais là il y avait à Scala Days le CEO de TypeSafe, Mark Brewer, qui avait plaidé pour la simplification, ou aussi Paul Phillips qui était un gros core committeur sur Scala et puis aussi membre de TypeSafe, qui avait l'air de claquer un petit peu la porte, qui voulait, j'avais l'impression en tout cas, de rationaliser les choses, de rendre les choses plus facilement utilisables par un développeur moyen, etc., sans forcément continuer à rajouter des fonctionnalités, très avancées, parce que Martin Odersky à la base c'est un chercheur, donc son boulot aussi à lui, c'est d'explorer des nouveaux horizons, je dirais, des nouvelles façons de programmer, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la complexité ou du fait de rationaliser les choses? Quel est votre sentiment par rapport ou à la maturité du langage, ou qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer ou être plus simple ou plus, je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque ces deux choses? Peut-être juste déjà pour revenir sur Paul Phillips qui s'en va.
Je pense que c'est une énorme perte pour la plateforme. Il a énormément apporté en termes de maturation et d'industrialisation du code. C'était un des principaux committeurs dans le sens de la rationalisation, le test systématique de performance, etc. D'accord. Donc c'est vraiment une grande perte et je pense que j'avais vu d'ailleurs sur GitHub quand tu regardes, il a supprimé plus de lignes que rajouté. Donc tu vois que c'est un travail de refactoring avancé, etc. pour rendre la code base beaucoup plus clean, etc. Exactement. Donc je pense que c'est grâce à lui ou si aujourd'hui on est sur une base de code propre et qui va pouvoir évoluer. D'accord. Après, il a ses raisons personnelles. Il a donné une grande partie de ses 5 ou 6 dernières années à Scala et ça l'a épuisé. Je pense qu'à un moment, il a juste besoin de passer à autre chose. D'accord. Moi, j'ai vraiment constaté un changement dans la communauté entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui. Quand j'ai commencé, à l'époque, j'avais cherché au bout de 2 jours à lire des articles de blog, j'avais cherché dans Google code idiomatique Scala. D'accord. Juste pour voir un exemple, j'étais tombé sur Dispatch, DataBinder. D'accord. Et c'est le truc où il y a des symboles partout, ils ont fait le tableau symbolique des opérateurs, quoi. Donc ça c'était à l'époque. Et aujourd'hui en fait, moi j'ai l'impression que la communauté elle a vachement évolué dans le sens de l'ingénierie et de l'industrialisation, au contraire. D'ailleurs, Rod Johnson avait fait la même critique de Dispatch au Scala Days. Et, en regardant une vieille version, parce le que gars je crois de que ça avait pas mal évolué. Lui a dit, mais attendez, en attendant, on a réécrit Dispatch. Et maintenant, il y a des équivalents littéraux pour tous les symboles. Les symboles sont expliqués. C'est vrai que la documentation est meilleure. D'accord. Bon, je reste pas convaincu par Dispatch, c'est un autre problème. Mais c'est vrai et en fait, dans toutes les API que je vois, il y a de plus en plus une évolution vers des choses qui finalement sont plus literate programming, sont plus clairs, plus industrialisés. Ça mûrit très très vite. D'accord. Le langage lui-même, moi je le considère comme déjà mûr, en particulier depuis la 2.10, qui a apporté quand même beaucoup de stabilité et puis qui a 2.10 c'est la dernière version. C'est la dernière version actuelle, la version stable. Et travaille sur la 2.11. Et en particulier le fait qu'ils aient mis le système d'import pour lever des warnings sur les fonctionnalités avancées du langage qui pourraient, dans certains cas, être utilisées sans s'en rendre compte. Je trouve ça comme très les bien. implicites, c'est ça Alors, les implicites, je suis dubitatif parce que je pense que c'est vraiment une fonctionnalité core de base qui est très utile. D'accord. Moi, bref. Sans rentrer dans les détails, mais par contre, il y a vraiment des fonctionnalités qui sont beaucoup plus complexes. D'accord. Qui, elles, je pense, méritent d'être un peu cachées. D'accord. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Sur les features qui méritent d'être cachées. Autant je peux comprendre que il y a certaines features qui sont vouées à disparaître un jour, en particulier sur des parties de générique qui devraient disparaître à un moment ou à un autre. Donc celle-ci il est cachée derrière un warning en disant pourquoi pas attention, vous utilisez quelque chose qui n'est pas périn, ça peut être intéressant. Autant essayer de mettre des niveaux sur des features du langage, je trouve ça super dangereux. Tu parlais des implicites, c'est Scala sans les implicites, c'est plus du tout le même langage. On a plus Scala Z, on a plus Specs, on a plus plein de frameworks qui en font vraiment un usage très intéressant, et c'est un autre langage. Dire que cette feature est compliquée, c'est plus du terme de la documentation que d'un amour spécifique. Ouais, je suis d'accord, mais je pense quand même que dans le langage, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment ciblées pour les designers de framework et de librairie. Je pense aux path dependent types, au type. Alors je vais pas, moi je les connais pas très bien parce que je suis pas un intégriste, donc je suis pas encore allé jusque là. Je suis encore en apprentissage, mais les types abstraits, les types qui eux-mêmes sont pas encore instanciés et seront paramétrés plus tard. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça où en fait le copier-coller de Stack Overflow est dangereux. Donc moi je le vois comme dangereux quand même. Donc il vaut mieux que la personne sache qu'elle est en train d'utiliser une fonctionnalité du langage qui normalement est destinée à écrire des librairies. D'accord. Donc après, je le vois juste comme ça. D'accord. J'arrive pas à voir quelle est la différence entre les fonctionnalités qui sont destinées à écrire des librairies et celles qui sont juste destinées à utiliser un langage qui a ces fonctionnalités. Les gens les comprennent pas forcément. C'est juste un problème d'apprentissage dans ce cas-là. Je suis d'accord, mais du coup, le warning est là pour leur dire attention, vous utilisez un truc qui est
que vous avez probablement pas appris. D'accord. Dans ce qui m'embête alors, c'est l'arbitraire du niveau de ce warning. Pourquoi ne pas le mettre sur le générique directement? Pourquoi? Il y a quelque chose en Scala qui est hyper dangereux, c'est une valeur dans une classe abstraite qui est redéfinie par la suite. C'est une des façons les plus simples de faire des null pointer exception en Scala. Celle-ci, elle a absolument aucun warning par les imports. Et pourtant, c'est une des features dans lesquelles les débutants vont tomber les pieds dedans parce que à l'instanciation de l'objet, en fait, c'est la variable de la classe parente qui est instanciée pareil, parent premier, qui est nulle. Et donc il y a quand même malgré tout, c'était une question que j'avais un petit peu après, j'ai vu qu'il y a par exemple, je sais plus, chez Twitter et ailleurs, des guidelines, tu vois, des code style, etc., des conseils, donc il y a peut-être justement des bonnes pratiques à adopter en particulier, et qu'on retrouve dans ce style de document-là qui explique que peut-être que ça... Attention, ne faites pas ça, car vous risquez, etc. Oui, et très clairement, ça fait partie d'une des évolutions majeures dont tu parlais, la maturité du langage. Avoir des guidelines de ce cas-là, il y a 3 ans, c'était impossible. Il y avait tellement peu de personnes que chaque personne avait ses propres guidelines. Aujourd'hui, on commence à avoir plusieurs documents qui disent chez nous on fait comme ça, on a choisi ces règles pour ça. Il n'y a pas encore de normes génériques, on n'a pas encore aujourd'hui d'effectif Java, d'équivalent d'effectif Scala. On commence à en avoir, on commence à avoir des choses qui sont... Il y a quand même un style guide qui est fourni par TypeSafe et des guidelines qui sont relativement connus dans la communauté. Après, qu'on soit d'accord ou non avec le style guide, c'est un autre sujet. Mais il y en a quand même un qui est promu par TypeSafe de la même façon que pour Sun, ils disent il faut aligner les crochets comme ça et ainsi de suite, quoi. Il y avait le style guide. Et en tout cas, vous conseillez justement, je dirais, comment, là, imaginez là les auditeurs, si vous voulez adopter Scala, essayer Scala, peut-être regarder ce document-là, ça va vous aider à éviter certaines erreurs, etc. Ça vous conseillez ça ou c'est quand on commence à l'utiliser déjà un petit peu plus sérieusement? Ça aide ou pas? Si, moi je conseillerais de les lire. Enfin, il y en a 2 ou 3, il y en a un chez Twitter, il y en a un chez TypeSafe, il entraîne quelques autres sur Internet, ne serait-ce que pour voir le type de sujets qui sont abordés. Ça donne une bonne vision de ce que le langage est capable de faire aussi. Exactement. Mais après, je pense que la bonne façon d'adopter des conventions, c'est sur son projet interne, avec son équipe, en étant d'accord sur les choses qui font que le projet est plus lisible, plus compréhensible par le reste de l'équipe, en les normalisant et puis en itérant et en les faisant évoluer. Il y a quand même un truc qui est à la fin que j'estime être une grande force de Scala et qui en même temps est un risque assez important, c'est le fait qu'on puisse définir des opérateurs symboliques en Scala. Alors pour moi, c'est ce que j'appelle l'ASCII art programming. Alors le truc, c'est que par exemple, ça permet d'avoir un opérateur plus entre 2 bits décimaux. Donc ça, c'est très bien. Il y a un certain nombre de symboles qui ont du sens. Après, et ça depuis longtemps, Martin Odersky le dit, il faut pas abuser des symboles, il faut pas inventer n'importe quoi. Alors il y a des gens qui viennent du monde de Haskell a priori, enfin ou en tout cas de langage très fonctionnel, qui ont eux réimplémenté les opérateurs dont ils avaient l'habitude dans leur langage. Mais du coup, pour quelqu'un qui vient du monde Java, comme moi, ça, et surtout quand on n'a pas été exposé à Haskell, ce qui était mon cas, la première fois qu'on tombe dessus, on fronce un peu les sourcils, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire attention à utiliser cette fonctionnalité-là à bon escient. Mais ça a du sens de l'avoir. C'est très important de pouvoir avoir une liberté importante sur les symboles qu'on peut utiliser, ne serait-ce que pour pouvoir ajouter des big décimaux avec un plus. Ce que tu dis, il y avait 2 choses intéressantes dans ce que tu disais. Il y avait d'une part, il faut pas en abuser. Non, mais il dit des trucs intéressants tout le temps. Mais c'était les 2 facettes. Il faut pas en abuser. Ça fait pas forcément de sens de redéfinir des opérateurs. Ça fait pas de sens de redéfinir des opérateurs juste pour pouvoir faire de l'ASCII art sur son code. Par contre, c'est pas parce qu'on connaît pas le sens des opérateurs qu'ils ont pas de sens. Je suis d'accord. Le monde des mathématiques en particulier a défini depuis très longtemps, tout un tas d'opérateurs mathématiques, bien sûr. Tout un tas d'opérateurs qui ont carrément du sens et qui sont même la définition la plus précise possible pour la fonctionnalité qui est souhaitée. Donc de pouvoir transporter ça dans le langage, c'est intéressant. Et c'est pas uniquement parce qu'on voit un opérateur qu'on connaît pas qu'il faut dire oula, c'est compliqué. C'est juste qu'il faut que j'apprenne le sens de cette chose-là. Je suis d'accord avec ça. Il y a juste un truc, c'est quand t'as quelqu'un de nouveau qui arrive sur le projet, il y a cet apprentissage-là. Et des fois, le mot
le verbe, tu vois, qui aurait dû être utilisé à la place de l'opérateur aurait peut-être plus de sens. C'est un petit peu d'ailleurs ce que... Le verbe, ou bien parfois, en fait, le problème aussi, c'est qu'on recrée un opérateur, alors qu'il y a déjà un opérateur symbolique existant dans le langage qui a le même sens. D'accord. Et ou en tout cas, qui serait compris de la même façon. D'accord. Parce que pour la petite anecdote sur Groovy, donc il y a très longtemps, très tôt dans le projet, donc on a toujours pu faire de la surcharge d'opérateurs, mais on a décidé non, on n'autorisera pas de pouvoir créer n'importe quel opérateur. On surcharge ceux qui existent, ils sont connus, reconnus, on sait la sémantique qu'ils ont. Alors après, quelqu'un peut surcharger un fois pour faire un plus, mais c'est idiot. On est d'accord. Mais justement, on s'est dit, on a peur qu'il y ait, tu vois, un jour, la librairie Dispatch qui en abuse, ou Scala Z, ou etc. Mais justement, je pense qu'avec l'utilisation, j'espère que les gens éviteront ou les utiliseront à bon escient. Par exemple, il y avait Alexandre Bertaille qui avait montré dans sa présentation, donc à Scala.io, je rappelle, on est à Scala.io, la conférence, une sorte de flèche pour montrer des linked data, et j'ai trouvé que c'était une utilisation intéressante d'une flèche, parce que typiquement, c'est un graphe ordonné, et du coup, tu as besoin de linker des éléments qui ont un sens, et du coup, avoir quelque chose qui ressemble à une flèche, c'est bien. Dans Groovy, par exemple, on peut pas définir sa propre flèche. On aurait utilisé left shift ou right shift. Là, c'est inférieur ou supérieur, parce que ça ressemble à une flèche. Donc, des fois, on peut utiliser un opérateur existant qui a une fonctionnalité ou une sémantique qu'on connaît. Donc, en tout cas, c'est une des choses qui est un petit peu risquée. Moi, personnellement, du coup, en ce cas-là, j'aime pas trop ça. Le fait de pouvoir définir n'importe quel opérateur, parce que ça me fait peur les abus qui peuvent en être faits. Mais c'est comme tout, dès qu'on donne un outil puissant, faut savoir l'utiliser à bon escient et trouver le juste milieu. Je pense que c'est le truc, le juste milieu, ni trop ni pas assez. C'est ça, et puis la guideline aujourd'hui dit quand même, quand vous définissez un opérateur symbolique, vous définissez le verbe littéral équivalent. Ça fait partie de la guideline. Après, tout le monde ne se respecte pas, mais c'est de plus en plus appliqué. Même dans des libres très fonctionnels comme Scala Z, qui sont réputés pour être très complexes. Ou qu'il l'était en tout cas. Ou qu'il l'était, mais ça change. Enfin, comme je disais, ça évolue, ça mûrit et ils le font. Tu voulais rajouter juste, je suis d'accord avec ça. C'est la communauté arrive relativement bien à se réguler elle-même. Une bibliothèque comme Dispatch était celle qui est à l'origine de la polémique. Elle a su évoluer, se remettre en cause et donner des équivalents ou documenter clairement le but de ces opérateurs. Donc avec les retours de la communauté, on arrive à mitiguer les risques sur l'utilisation de SCART. Et pour en revenir donc sur ma question par rapport aux guidelines aussi, donc pour les auditeurs qui souhaiteraient apprendre Scala, il y a aussi le cours sur Coursera sur la programmation fonctionnelle. Vous l'avez fait ou est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ou pas? C'est un cours sur la programmation fonctionnelle, ce n'est pas un cours sur Scala. Le fait que ce soit fait en Scala, c'est assez accessoire, anecdotique. Anecdotique, d'accord. Alors bien sûr, vous allez découvrir du Scala en suivant le cours, mais ça vous présentera pas Scala d'une façon pédagogique. Enfin, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai eu des gens qui l'ont fait. Est-ce que c'est pour approfondir peut-être Scala et son côté fonctionnel, peut-être? C'est bon pour découvrir la programmation fonctionnelle. D'accord. En tout cas, les bases, en tout cas. Au moins, la récursivité. Donc, j'ai fait le cours. Je l'ai suivi. Jusqu'au bout, t'as tenu? Jusqu'au bout. Bravo. Voilà, j'ai mis 100%, c'était chouette. Super. Je trouve que c'est un très bon cours d'apprentissage de la programmation. Pas spécialement fonctionnel. C'est un cours d'apprentissage de programmation. D'accord. On passe à la fac, on a le même type de cours. C'est condensé, c'est un peu rapide. Mais c'est un super cours. La progression est plutôt pas mal. Il y a un ou deux trucs au milieu qui ont pas trop leur place ou qui sont vraiment étranges, mais sinon la progression est vraiment bien faite et je l'ai trouvé très didactique. Après, c'est sûr, on va pas voir l'ensemble des features de ce qu'il y a là-dedans. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais on va voir au moins les choses de base. On va pouvoir coder des programmes sans problème dans ce cas-là à l'issue du cours. Moi, le retour que j'ai eu de personnes qui l'ont fait en n'ayant jamais fait de Scala avant, ça a été plusieurs fois, alors pas systématiquement, mais plusieurs fois, des gens qui ont fait le cours, qui sont ensuite allés lire du code Scala, qui sont venus me voir en me disant il y a des trucs que je comprends pas.
C'était pas dans le cours. C'est pas un cours sur Scala. Voilà, c'est juste bien préciser ça. Ok. D'accord avec ça. C'est tout. D'accord. C'est une bonne. Mais en tout cas, malgré tout, une ressource intéressante. Une ressource très mais pas forcément pour démarrer, disons. Ouais. Même plutôt pour des développeurs qui peut-être qui n'ont pas eu une formation académique ou qui ont une formation académique il y a très longtemps comme moi et qui bien pris une bonne dizaine d'années d'expérience. Exactement. On a besoin de se rafraîchir un peu les idées. C'est ça, qui reviennent aux bases de théorie. C'est ça. Quel est le but d'un langage, à quoi ça sert, comment les choses fonctionnent. Donc c'était vraiment très rafraîchissant. Je trouvais vraiment bien. La gamine a adoré le fait que j'ai des cours, des devoirs à la maison comme elle. On faisait nos devoirs ensemble. C'est pas bête ça. Qu'est-ce que je voulais vous demander également tu as fait un talk, François, sur, disons, comment... Ou je vais peut-être te laisser l'expliquer. Déjà, donc une des critiques qu'on fait souvent à Scala, c'est la lenteur de son compilateur. Donc, est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel l'équipe de TypeSafe travaille, etc. Quel est ton retour là-dessus ? Donc le talk s'appelait Scala-ci où glandes-tu encore, pour donner un ordre d'idée de ça plante le décor du problème. Donc effectivement le compilateur Scala est lent, vraiment très lent pour des gens qui sont habitués à Java ou Go. Enfin Go, on ne sait même pas si le compilateur fait quelque chose tellement c'est rapide. Il a déjà compilé. C'est un choc. Pour donner un ordre de grandeur, c'est très schématique, mais le compilateur Java, il compile à peu près 10 000 lignes de Java par seconde. Le compilateur Scala, il est plutôt à 500 000 lignes. D'accord, c'est entre 10 à 15 fois moins. C'est vraiment beaucoup moins. D'accord. C'est évidemment un problème. D'accord. Sur le moment où on a de la compilation qui prend du temps, ça casse son flot de développement, ça fait des projets qui sont plus longs à intégrer, ça fait une boucle de retour qui est plus longue, donc c'est forcément un problème. La réponse standard de c'est faire des pauses café. C'est une des réponses standards. La réponse standard est de dire on commence à avoir des outils de compilation incrémentale qui fonctionnent pas trop mal. C'est vrai dans une certaine mesure, mais ça résout absolument pas les problèmes de code de compilation quand on part du code pour faire de l'intégration. L'intégration continue, tu es obligé de tout recompiler de toute façon. Exactement. Et pour dire à quel point c'est grave, il y a certaines équipes qui ne choisissent pas Scala, pas pour un problème de langage, de complexité ou n'importe quoi, mais uniquement parce que c'est trop long à compiler. Et pour elles, avoir une boucle de retour qui prend plus de quelques secondes, ce n'est pas acceptable. D'accord. Donc aujourd'hui, en tant qu'utilisateur de Scala, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Sinon, je pense que tout le monde se soit déjà passé la recette dans tous les sens, mais on peut limiter les risques en travaillant sur des options de la JVM ou des features, en essayant d'utiliser certaines features qui sont particulièrement mauvaises pour le temps de compilation à meilleur escient ou en se restreignant dans leur utilisation. Mais on va pouvoir faire des modifications que marginales sur les temps de compilation. Par contre, évidemment, TypeSafe est au courant. Et ils y travaillent très dur dessus. Dans la prochaine version, une des grands axes d'amélioration, c'est justement performance, industrialisation, modularisation du framework des bibliothèques standards. D'accord. Donc ils sont vraiment en train de bosser dessus. Le fait que maintenant il y ait quand même une entité derrière ça qui a à cœur de faire en sorte que qu'il y ait une plus grande adoption de Scala, donc avoir TypeSafe, la compagnie derrière, j'imagine que ça les aide aussi à mettre l'accent sur des objectifs concrets pour améliorer la vie pour les développeurs. Ouais, c'est sûr. Par rapport à la lenteur du compilo, quand même, moi j'avais 2-3 petites choses à ajouter. Il y a des benchmarks qui ont été effectués avec du profiling. D'accord. Ils ont vu qu'il y a certaines fonctionnalités du langage qui ralentissaient particulièrement le compilateur par rapport à d'autres. Et ensuite sur ça je vous invite à voir ma présentation pour justement les présenter. Et ensuite alors je me souviens plus du nom de la personne qui faisait la présentation, mais elle présentait un outil de build qui s'appelle Pants, qui a été repompé d'un outil de build interne de Google qui est actuellement en open source chez Twitter, il me semble. Et en fait cet outil de build là oblige à déclarer explicitement les dépendances de chaque module, ce qui fait que les modules ça, contrairement à Maven, à Gradle, à tous les autres systèmes de build qui déclarent des dépendances en haut et puis ensuite, en gros, laissent organiser le code comme on veut, ça a tendance à créer des graphes de modules
qui respecte les diagrammes acycliques. D'accord. Et orienté. Et du coup, en fait, la compilation est beaucoup plus rapide. D'accord. Le gars explique que, il me semble que c'était chez Foursquare, ils sont passés de 2h30 de compilation à 20 minutes pour la totalité de leur base de code, de cet ordre-là. Pour la totalité de la base de code, sachant qu'évidemment ils compilent pas la totalité en permanence. Et il y a un dernier point, c'est que, et est-ce que du coup, si on prend en compte pas juste le temps de compilation, mais le temps de build complet, alors on est quand même plus long évidemment avec Scala aujourd'hui qu'avec un autre langage. Ceci dit, le fait d'utiliser le système de type élimine certaines classes d'erreurs. Je dis pas que ça élimine toutes les erreurs. Je dis pas que ça élimine le besoin de faire des tests unitaires, je veux bien le préciser pour tout le monde. Ceci dit, il y a des tests qu'on peut se permettre de ne pas faire parce que la classe d'erreur n'est pas possible. Et du coup, le nombre de tests pour avoir la couverture complète au global, pour avoir la même couverture, va être inférieur. Donc, ce qu'on va perdre sur la compilation, on va le rattraper un petit peu sur le temps de test. Attention, il faut faire des tests unitaires en Scala. Je répète, il faut faire des tests unitaires en Scala. Le compilateur de Scala ne suffit pas, il faut quand même faire des tests unitaires. D'accord. Je voulais juste insister sur ce point. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé d'autre d'ailleurs à cette conférence-là, je sais pas, une présentation particulière qui ont retenu votre attention ou pas? Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe qui a organisé la conférence. C'est une des... Alexis, Gabriel, etc. Toute l'équipe a fait un beau boulot. Les gens de Clever Cloud, les gens de l'école 42, etc. qui ont permis que ça arrive. Et c'est une grande conférence Scala en France, donc c'est vraiment chouette et c'est très bon augure pour la suite. J'aime bien aussi l'ouverture qu'a apporté la conférence à des... La preuve, il y a même un mec qui parle de Groovy. Exactement. Non mais on croit rêver. C'est quoi ce bazar? Donc je trouve que l'état d'esprit est très bon et les interlocuteurs, les speakers, même tous ceux qui sont présents aujourd'hui à la conférence sont des gens bien et de bonne entente, donc je trouve que c'est vraiment une super. Donc il n'y a pas que des scalafistes élitistes comme la rumeur nous ferait croire, n'est-ce pas? En fait, je pense qu'il y en a très peu et qu'ils font juste beaucoup de bruit et beaucoup parler d'eux, comme toujours dans la et en tout cas, pour l'instant, j'en suis ressorti vivant. J'en suis au 2e jour et j'ai toujours pas eu d'attentat envers ma personne. Je tiens à le préciser. Donc les scalafistes peut-être n'existent-ils pas. C'est peut-être juste une incarnation de la NSA ou je sais pas quoi qui ferait croire que... Donc en tout cas, moi j'ai aussi des bonnes discussions avec des utilisateurs Scala, etc. Ou même des gens qui ont fait du Groovy et du Grails. Et donc j'ai eu des bons feedbacks assez sympas. Donc j'ai été pas surpris, hein, je m'y attendais, mais en tout cas j'étais content de voir que la communauté était bien sympathique. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sessions qui vous ont plu? Moi, il y en avait une qui m'avait quand même marqué, c'était alors je me rappelle pas du nom du speaker, c'est un nom pas facile, qui se prononce pas comme ça s'écrit, sur les tips and tricks. Et je voulais refaire une petite remarque sur donc c'était comment il s'appelle? C'était le premier jour, c'était hier. Attends, c'est hier ça. Mince, je le vois plus. Attends, c'est lequel? Ouais, puisque ça s'appelait pas Tips and Tricks, ça s'appelait autrement. Non, I Want to Believe, je l'avais vu. Bon, je sais plus, peu importe. Et en fait, les tips and tricks, par exemple, quand tu vas à une conférence Groovy, les tips and tricks, c'est les trucs cool du langage, de l'API, comment te rendre plus productif, etc. Et là, les tips and tricks... C'était pas Aremouij. Oui, voilà, c'est Aremouij, ou je sais pas comment on se dit. Voilà, c'est le Scala Design Pattern, mais il s'appelait pas comme ça. Et en fait, presque tous les tips, c'était quand même pour, comment dire, pas lié à la complexité du type system, mais comment arriver à mieux en tirer parti, comment simplifier, par exemple, il y a un moment, il utilisait, puisqu'à un moment le compilateur est capable d'inférer que c'est une fonction partielle ou je sais plus quoi au lieu d'avoir à la définir explicitement. Donc moi je suis pas très familier, hein, j'utilise peut-être pas les bons termes, je suis désolé pour les Scala experts. Il est capable de prendre une fonction partielle et de la transformer en fonction. Et donc il expliquait tout un tas de choses comme ça. Mais ça m'a un petit peu choqué moi venant de mon background de voir
que la plupart des tips and tricks qu'ils nous présentaient, c'était justement par rapport au type system. Et alors que je me disais, mais il doit y avoir quand même des choses super sympas à montrer, je sais pas, dans les API des collections, je sais pas quoi, qui montrent comment faire des choses plus simplement. Alors est-ce que du fait que le type system est tellement présent et important que du coup on se focalise plus là-dessus et moins sur les autres aspects, ou alors est-ce que c'est un passage obligé, du coup on est obligé d'avoir ce genre de feedback sur le type system? J'ai l'impression que c'est aussi une orientation qu'a pris ce présentateur sur ce sujet-là en particulier. D'accord. Et même la conférence est quand même très focalisée. Il y a beaucoup de présentations sur le type system. Beaucoup de présentations type system et beaucoup de présentations sur les acteurs et AK. Donc, peut-être, je sais pas si c'était voulu ou si c'était une guideline des organisateurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de présentations fonctionnelles. D'accord. Donc c'est dans cette idée-là, c'est logique d'avoir ce type de présentation. Après, quand on commence à jouer avec Scala, le type system est tellement puissant et permet de faire tellement de choses, de nous donner tellement d'indications sur ce qu'on fait de bien ou de pas bien dans notre code, qu'on a envie de voir jusqu'où il peut aller. Et après, bon, on finit comme avec Shapeless et des choses comme ça, mais d'accord, qui sont assez avancés là. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses super sympas à voir dans les collections. L'API de collection de Scala est énorme et elle permet de faire une quantité de choses qui en Java prenaient juste des dizaines et des dizaines de lignes en une ligne avec l'opérateur qui va bien et qui fait exactement ce qu'on veut, et il existe et il est là, quoi. Ouais. Donc effectivement, oui, je pense qu'il y aurait moyen, l'espace d'en faire une plus. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la présentation, le titre, c'était Between Hero and Zero, Hero. Ouais. Tips and tricks. Et en fait, cette présentation était très jolie d'ailleurs, cette présentation au niveau des slides. Elle était destinée à un public intermédiaire. Il l'a précisé dès le début. C'était pas pour les débutants, pas pour les experts du type system, mais pour des gens à un niveau intermédiaire, et qui sont à peu près les gens qui vont commencer à créer des librairies et à exposer des API. Et les tips et les tricks qu'il a présentés, c'est principalement des façons de rendre une API plus jolie, utilisable, plus propre, etc. plus clair à utiliser, de la documenter, ou de renvoyer des erreurs de meilleure qualité. Donc grosso modo, pour améliorer une librairie. C'était pas vraiment des tips and tricks d'utilisation directe du langage pour des développeurs débutants, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça, il y avait par exemple les alias de type qui permettent de cacher le type de la dépendance pour éviter d'avoir à importer des trucs de spray et de geodatime. Parce que c'est un truc qui est tiré en dépendance de la librairie, là on tire un type qui vient de la lib. Ça permet d'abstraire encore mieux. Et pourtant il y a pas besoin de l'utiliser en dessous, quoi. Il y a pas besoin de le réimplémenter. C'est intéressant. C'est assez, ça donne un aspect un peu propre au code final, quoi. D'accord. Du point de vue utilisateur. Et on peut finir sur deux aspects peut-être, parler un petit peu de la roadmap de Scala et puis parler aussi peut-être de l'écosystème. Alors sur quoi il travaille à l'heure actuelle, ou les dernières features importantes de Scala, ou les choses à venir que vous attendez en particulier, qu'est-ce qui se passe côté Scala en ce moment? Alors pourquoi, François, t'as un sourire en coin là? S'il y a un truc en particulier, je sens que tu dans la démo, ils bossent sur la vitesse du compilo déjà. Donc ça c'est important, ouais. Et ils essaient de vraiment rationaliser. Donc dans la suite du travail qu'avait commencé Paul Phillips, de continuer de modulariser le code base. Par exemple, on avait des XML literals qui étaient dans la bibliothèque standard de Scala. Ça y est, c'est sorti. Ah d'accord. On va pouvoir avoir une autre bibliothèque de XML et puis on va pouvoir avoir une bibliothèque standard qui se concentre sur des choses liées au langage et pas du processing de XML. Ils ont sorti les parseurs combinateurs aussi, je crois, dans une lib à part. Ils ont sorti plusieurs features comme ça qui sont pas les acteurs d'AK qui remplaçaient les acteurs intégrés, du coup ils restent quand même à part, ils sont pas réintégrés dedans. Comment ça va se passer? Ils seront plus dans la bibliothèque standard, mais ils seront la bibliothèque dans les d'acteurs composants par défaut de Scala. Faisant partie de la distribution, quoi, en quelque sorte. Exactement. Donc ils essayent vraiment de nettoyer le code, de le rationaliser, d'améliorer les performances. D'accord. Il y a eu des améliorations sur les macros. Ils sont en train de travailler sur les macros, énormément. Donc les macros, elles sont venues en 2.10, c'est ça? Pour l'instant, c'est une feature qui n'est absolument pas officielle et qui est pas, qui est notée. Pourtant, j'ai l'impression que les utilisateurs de framework là l'adoptent en masse là. C'est tellement génial. C'est tellement pratique. Ça permet d'enlever encore du boilerplate, de faire des choses qui sont d'une élégance qu'on pouvait pas avoir jusqu'aujourd'hui. En particulier pour tout ce qui est
data binding, donc quand on travaille du JSON, du XML, n'importe quoi, ça devient aussi agréable à utiliser que dans des langages dynamiques comme Ruby et Groovy. Parce que ce qu'on avait fait nous aussi, quand on a, donc en 2000, c'est en quelle année qu'on avait fait ça, 2008 ou quelque chose comme ça devait être dans la version Groovy 1.6, donc qui est assez vieille maintenant, donc on avait sorti les transformations d'AST. En fait, c'est l'équivalent des macros Scala. Et c'est vrai que quand on a sorti ça, on n'avait pas envisagé tout ce que les gens pouvaient faire avec ça, mais ça ouvre la porte à vraiment énormément de choses au niveau des librairies pour faire du code plus lisible. Par exemple, le framework de test Spock arrive à réutiliser un format un peu wiki pour définir des tables qui sont des jeux de données pour des spécifications. Il y a des choses super élégantes qu'on peut faire avec les macros. Donc c'est plus les macros à papa de transformation, de remplacement de texte du C, hein. C'est vraiment une macro qui comprend le langage et qui transforme un programme pour, par exemple, je reparle de Groovy parce que c'est ce que je connais, mais par exemple quand on veut implémenter proprement en Java la notion d'immutabilité, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à implémenter, rendre la classe final, faire des fields final, faire du defensive copying sur les structures de données, etc. C'est énormément de code qu'une transformation du boilerplate, qu'une transformation d'AST ou une macro en Scala peut éliminer, et du coup on simplifie la vie des développeurs. Donc c'est sympa de voir. Mais donc du coup c'est encore expérimental. Et est-ce que c'est en 2.11 que ça va être adopté ou qu'est-ce qui se passe? C'est considéré comme expérimental au niveau du compilateur parce qu'elle a été introduite avec la 2.10 et que comme toute nouvelle fonctionnalité introduite, elle est pas forcément complètement sèche. En fait, c'est un moyen aussi de prévenir les gens que la API elle peut encore changer, elle est pas complètement stable, ce qui est normal. Mais ceci dit, c'est quand même aujourd'hui très utilisé par beaucoup de développeurs de framework. D'accord. Parce que ça permet effectivement de générer tout le boilerplate qui permet de rester type safe justement, pour des transformations de données, du parsing, tout un tas de choses, et tout en ayant une syntaxe qui est aussi concise que possible, en ayant un maximum de boilerplate. Et c'est votre fonctionnalité préférée, par exemple, en ce moment de Scala, ou il y a un autre truc qui vous botte, je sais pas, par exemple, moi j'aime bien le pattern matching dans ce cas-là, c'est un truc que j'aimerais bien avoir dans Groovy. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui Je me passerais difficilement de pattern matching aujourd'hui, mais de la même façon que je me passerais plus d'un langage qui n'a pas de closure ou de fonction anonyme, je me passerais pas d'un langage qui permet d'avoir des définitions de type d'ordre supérieur ou de choses comme ça. C'est des choses qui pour moi font aujourd'hui partie de la base d'un langage pour qu'il soit suffisamment expressif pour que j'apprécie. Mais après c'est une question de coût aussi. Oui, bien sûr. Moi, ma fonctionnalité préférée aujourd'hui, c'est un truc tout bête. C'est les value classes. D'accord. Qui sont en fait des classes qui wrappent une seule valeur. Une seule valeur. Donc un cas typique, ça va être de dire je déclare un type first name, un type last name, donc je peux pas mettre un first name à la place d'un last name inversement. D'accord. Mais comme c'est une value class, au moment de la compilation en fait, elle va être déwrappée et donc il va utiliser directement une string. D'accord. Donc moi en tant que développeur, je vais pas pouvoir faire de conneries, mais en termes au niveau de la JVM, j'aurai les perfs qui est compilé. Quoi. D'accord. Ça c'est vraiment super pour dire à quel point c'est important. Avant on utilisait des case classes pour pouvoir typer ces données de base, typiquement first name, last name ou un ID. Si c'est l'ID d'une personne, c'est pas la même chose que l'ID d'une voiture ou n'importe quoi. Dans notre projet Rudder, on utilise ça massivement depuis le tout début. Donc tous nos ID ont des types différents, etc. On utilisait des case classes. Et ça a vraiment une importance fondamentale. Ça nous a permis de passer par 2 refactoring massifs. Massif, c'est-à-dire 80% des lignes de code qui sont touchées, avec des choses assez fondamentales qui sont modifiées. Et avoir ce moment un petit peu magique où le compilateur dit ça y est, ça compile, de lancer les tests et de voir que quasiment tous les tests fonctionnent. D'accord. C'est vraiment un apport très très important du système de type et d'avoir autre chose que des chaînes de caractères pour définir ces identifiants. Et avec les value classes maintenant, en plus ça coûte plus rien en termes de performance. D'accord. En plus de ça permet de faire d'associer du comportement à ces classes de valeurs. Donc sur un first name, j'ai pas trop d'idées, mais on pourrait faire un montant par exemple. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un montant normalement il y a une currency, mais peu importe.
et de rajouter du comportement. En fait, ce comportement-là, il va être transformé sous forme de méthode statique, dont le premier argument est l'instance de la valeur, et ensuite, éventuellement, les autres arguments. Et donc, c'est du code qu'on voudrait pas avoir écrit, parce que à maintenir, ça va pas être très pratique et autres. Mais par contre, là, il va être bien dans son unité de compilation, bien regroupé, bien rangé. Et en même temps, on n'aura pas l'overhead d'une classe sur juste une valeur, et ainsi de suite. C'est une de mes features préférées, quoi. D'accord. Clairement. Oui, vas-y. Aujourd'hui, je crois que ma feature préférée, c'est en 2.10, parce qu'elle a introduit l'interpolation de chaînes de caractères. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Mais il l'a introduit d'une manière très élégante. Au lieu d'avoir uniquement une unique façon de dire on remplace une valeur, un paramètre dans une chaîne de caractères, ils ont fait ça sous la fonction on associe en plus la sémantique qui va être sur le remplacement. Donc on peut avoir de l'interpolation qui va être du JSON et directement désugariser du JSON dans une chaîne de caractères. Hier, j'ai vu une présentation sur Rapture.io. Rapture.io. Où on peut directement faire SH double quote, sa ligne de commande, et c'est directement interprété comme ligne de commande. En s'abstrayant complètement de toute la plomberie de définir ses process, etc. Je trouve que c'est une des features assez symboliques de Scala qui est, on fait quelque chose qui est dans plein de langages, mais on va essayer de le généraliser et de laisser la porte ouverte à une utilisation plus diverse, de pas limiter a priori ce que les utilisateurs vont pouvoir faire de cette feature. Et sur l'écosystème, donc on connaît le langage Scala, on connaît le système des acteurs avec AK, on connaît Play, le framework Play pour faire des applications web, réactives, etc. SBT pour le build. Est-ce qu'il y a d'autres projets de l'écosystème? Là, on a évoqué Rapture.io. Est-ce qu'il y a d'autres projets de l'écosystème que vous aimez bien, que vous utilisez sur vos projets? Parce que j'imagine que l'écosystème, c'est pas que ce que propose TypeSafe, mais qu'il y a d'autres choses intéressantes. Dans les briques de TypeSafe, il y a Slick qui est en train d'arriver, qui est le connecteur base de données, enfin connecteur. D'accord. C'est pas un ORM, donc c'est quelque chose qui modélise autrement les interactions avec les bases de données, qui m'a l'air très prometteur, qui commence à avoir un certain buzz autour de lui. D'accord. On va voir ce que ça donne en termes d'efficacité. L'un des aspects fondamentaux de Slick, c'est de pouvoir définir ces requêtes de manière composable et donc de pouvoir composer par morceaux et après lui s'arrange pour optimiser le SQL qui va être généré derrière. Donc ça après des libs, des frameworks, il y en a plein quoi. Donc qui sont à des niveaux de maturité plus ou moins avancés, il y en a qui sont très mûrs. Lyft, c'est un framework web alors qui est très orienté fonctionnel, donc qui peut être un petit peu difficile au premier abord, mais qui a priori fonctionne très bien. Je crois qu'il est même utilisé dans Rudder. Je crois qu'il est utilisé chez AXA. Enfin, il commence à avoir des grosses implémentations qui existent. Il y a toutes les librairies Twitter. Twitter, il propose énormément de librairies autour de Scala. Il y a Finagle, il y a, je sais, enfin, il y en a énormément. Après, c'est dur de tout retenir parce qu'en plus de ça, il y a une bonne partie des libs Java qui sont interopérables. Donc c'est vrai que on mélange pas mal de choses. Il y a Spray qui arrive bientôt, qui a priori a été racheté par TypeSafe aussi. Il vient d'intégrer les développeurs de Spray dans TypeSafe. Alors Spray, c'est à peu près un équivalent de Netty, donc les couches basses réseau, et qui a des performances vraiment aussi bonnes que Netty, parce que Netty est vraiment bien fine-tuné niveau performance. Que Netty, que Netty 3, parce qu'il y a le 4. Le 4 vient de sortir. Donc le 4 est tout nouveau, apparemment il dépote. Donc du coup je me demandais d'ailleurs si c'était judicieux là d'intégrer Spray.io dans Play, alors qu'on sait que Netty dépote vraiment et que la migration est assez simple, même si ça casse la backward compatibilité. Du coup je me demandais si c'était pertinent. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, ou c'est peut-être un peu tôt. C'est un choix d'entreprise. On n'a pas de retour sur l'étiquette de toute façon. Oui, c'est vrai aussi. Assez près, parce que je me souviens de la mailing list Play Framework développement, ils ont quelques soucis avec les Netty. D'accord. Alors quelques soucis, c'est pas des trucs insurmontables, mais au niveau de l'impédance en fait, Java Scala, qui les oblige à faire des choses où un framework qui serait nativement Scala, évidemment, serait plus facile. Il n'y aurait pas de problème d'impédance. D'accord. Mais après, j'ai pas d'éléments concrets à donner.
des souvenirs. Dans les bibliothèques qui m'intéressent, il y a Rapturio qui est une tentative d'avoir enfin dans le monde Java une bibliothèque qui travaille avec les file systems de manière à peu près simple et cohérente, qui est pas du tout en version 1 pour l'instant, mais qui commence à avoir un certain niveau de maturité. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à regarder de près pour la mettre dans les projets. D'accord. Après, il y a toute la catégorie des bibliothèques beaucoup plus fonctionnelles, qui sont vraiment intéressantes. Donc il y a évidemment Scalasi. Ouais, Scalasi et Shapeless. Et Shapeless, qui nous permettent de prendre du recul sur ce qu'il est vraiment possible de faire avec Scala, même jusqu'où le système de type peut aller. D'accord. Et qui permettent aussi, nous, en tant que développeurs, d'évoluer sur le niveau d'abstraction qu'on peut mettre dans nos programmes, la composabilité des choses. Par exemple, ce matin, il y avait une conférence de Runa sur la monade IO et comment on peut composer des IO, etc. C'est vraiment intéressant de voir ce genre d'approche théorique et de pouvoir le reposer dans des programmes. Dans des cas concrets. En fait, avec ça me permettrait de traiter ces cas-là spécifiquement. Et c'est vrai que je passe mon temps à faire des séquences d'opérations et de voir si laquelle échoue la première. Là, ça serait gratuit, ça permettrait d'économiser du temps, par exemple. D'accord. C'est vrai que, moi jusqu'à présent, j'ai pas encore pris le temps d'apprendre Scalasi. Ouais. Ma vie a été assez mouvementée ces derniers temps, mais en fait, en voyant la présentation... Peut-être qu'il te faudrait une autre hernie ou un truc comme ça pour que tu te mettes vraiment à Scalasi. Ça serait vraiment pas mal. Ça peut s'arranger. Ouais, non, on va éviter. J'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai réussi à éviter la hernie. D'accord. De peu. Mais la présentation que j'ai vue là à Scala.io de Scalasi for the Rest of Us par Adam Rosen m'a fait voir les éléments de Scalasi qui m'intéressaient, et en parlant avec lui, il évoquait la possibilité que Scalasi, qui aujourd'hui est une librairie qui est très monolithique, soit découpée en plus petites librairies, modules plus petite granularité, et du coup on pourrait tirer les éléments qui nous intéressent sans forcément tirer la totalité. Je crois qu'aujourd'hui la lib elle fait 20 mégas. Ah ouais. Donc c'est vraiment très gros. Wow. Tu me corriges si je sais pas, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. J'avais regardé à l'époque. Alors c'était peut-être en 0.6, peut-être en 0.7 déjà ils ont réduit la taille du bytecode, mais c'était quand même quelque chose de très gros. Il y a beaucoup de choses dans Scalasi. D'accord. Et ils réfléchiraient, a priori ils réfléchissent à le modulariser. Et du coup, ça devient vraiment très intéressant parce qu'il y a toutes les validations qui sont capables d'accumuler les erreurs de validation au fur et à mesure, de renvoyer une liste d'erreurs de validation. Il y a la partie que j'ai découvert sur les lens, ça permet de manipuler des structures de données mutables de façon très élégante. Ça m'intéresse beaucoup. En plus de ça, moi, je travaille sur des graphes en ce moment. Ouais. Et du coup, j'ai tout de suite eu des idées sur comment appliquer les lens pour faire des manipulations de graphes. Ça m'intéresse beaucoup, quoi. Donc, je vais sans doute finir par me mettre à Scalasi, ce que j'avais toujours repoussé jusqu'à présent. D'accord. Est-ce que vous avez, tu veux rajouter quelque chose? Scalasi a une assez mauvaise réputation, très difficile. Et, en fait, je vais dire, c'est pas vrai. Il y a des concepts théoriques qui sont effectivement pas naturel. Il n'y a pas de naturalité dans un concept. Il faut l'apprendre, il faut le comprendre, et puis là ça, quoi. Mais en tout cas, auquel on n'a pas été exposé en venant de Ruby ou de Java. Mais c'est pas pour ça que les outils qui sont fournis par Scalasi sont pas intéressants. D'accord. Et les outils comme les validations, les lens, la manière de faire des traitements de stream de manière complètement lazy et avec une gestion d'erreur super, c'est des outils qui sont extrêmement puissants et qui sont donnés gratuitement par la bibliothèque. Donc, après, faut pas rejeter la bibliothèque pour les concepts théoriques qu'elle implémente. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a quand même, je dirais une marche parce que voilà, on parle de lens, mais c'est vrai que c'est pas des concepts avec lesquels on est familier quand on vient d'un background Java. Donc il y a quand même certains concepts à appréhender petit à petit pour vraiment tirer au mieux parti. La lens, ça vient assez vite quand on commence à travailler avec un graphe d'objet qui est immutable. D'accord. Parce que du coup, le seul moyen d'aller modifier un objet, c'est de faire des copies, et donc on est obligé de descendre à des niveaux très profonds. Et la lens, en fait, c'est ce que j'ai compris grâce à la presse, c'est finalement juste un moyen de composer les différentes fonctions qui vont permettre d'accéder à la donnée, de la modifier, et de recomposer après. Modifiable, donc, finalement, pour ne pas tout recopier tout le temps, quoi. À l'implémentation, finalement, à l'utilisation en tout cas, c'est pas si compliqué que ça. D'accord. Même si la théorie qui est derrière est assez touffue, en fait, l'utilisation d'un point de vue user est pas si méchante, quoi. D'accord.
Bon, par contre, Scalasi, ça restera le framework dans lequel il y a un opérateur bonhomme de neige. J'espère qu'ils finiront par le faire sauter. D'accord. Il a été composé à une époque où il n'y avait pas encore les guidelines de style et par des gens qui venaient du monde Haskell, qui sont peut-être un peu fait plaisir sur l'étoile en UTF-8. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Parce que je pense qu'on a abordé un petit peu tous les sujets, à moins qu'il y ait un sujet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez évoquer. On n'a pas trop parlé de TypeSafe. Ouais, de la compagnie, donc la société qui est derrière Scala, Play, SBT et Spray maintenant aussi. C'est ça, oui. Je voulais juste dire que c'était vraiment, j'ai connu Scala à l'époque où il n'y avait pas encore de TypeSafe, et l'arrivée de TypeSafe, ça s'est fait en 2 étapes. Il y a eu d'abord Oderski qui a monté une boîte à lui, et puis ensuite ils ont monté avec Jonas Bonner et Paul Phillips TypeSafe. Ça a été vraiment un changement dans la crédibilité que pouvait avoir Scala. Il y avait une boîte, ils avaient 4 millions de dollars pour développer le langage, et ça a amené un vrai éclairage industriel du langage. On parle d'un langage qui était typé, qui était annoté langage de chercheur, pas vraiment utilisable dans la vraie vie. Et là, il y a une boîte avec des clients, ils font tourner du code, il y a des frameworks web dessus, il y a des choses très de la vie de tous les jours qui sont faites avec Scala. Ça a vraiment été, pour moi, un des points de rupture de Scala. Le moment où on est passé d'un langage où tu fais du Scala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu pourrais faire du OCaml, ça serait la même chose. Mais si tu veux travailler, il faudra que tu fasses du Java de toute façon, du PHP, c'est vraiment, t'as pas de chance, quoi. Tiens, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est à peu près au moment aussi où on a commencé à avoir plus de boîtes qui ont accepté de dire, oui, on fait du Scala chez nous. En comment on en fait, et ça fonctionne, et on a des retours à faire là-dessus. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si le fait d'avoir eu TypeSafe c'est plutôt positif ou négatif pour ce cas-là. Pour moi, je dirais c'est très plutôt positif. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. C'est très positif d'avoir TypeSafe. Ça unifie aussi les communautés, ça donne un peu ça donne un objectif, une vision par rapport à l'avenir de Scala. Et ça unifie un peu tous les... Et puis ça permet de travailler sur des choses sur lesquelles des communautés travaillent pas forcément. Tout ce qui est IDE, tout ce qui est formation, tout ce qui est tout ce qui est pénible. Tout ce qui est pénible, tout ce qui est intégration, tout ce qui est faire que le truc qui fonctionne, mais il faut savoir aller lire le code pour voir comment ça fonctionne, ça fonctionne dans tous les cas, et ça marche, et on se pose pas de questions. D'accord. Tout ça. Tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire quand on est le soir à la maison. C'est ça. Sur son projet perso, quoi. Ok, Dac. Ben, merci à tous les deux d'être venus parler de Scala à Scala.io. Et donc, à nos auditeurs qui nous écoutent, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer Scala ou d'en apprendre un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcasthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.